Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Nous sommes à Davos, rendez-vous du monde des affaires. Et mon invité est Christophe Demargerie, il est PDG de Total. Bonjour Monsieur Demargerie, merci beaucoup d'être avec nous. Alors Davos s'achève, bonjour, rebonjour. Et ça s'achève, on peut dire que celui qui a marqué cette semaine, c'est tout de même Hassan Rouhani, le président iranien, qui a fait un discours ici. C'était une première en disant que son pays pouvait devenir le prochain, enfin en tout cas entrer dans la cour des grands émergents. Qu'en pensez-vous ? Il y a beaucoup de questions en une. D'abord, c'est vrai que c'est une première, mais que ça fait partie de la volonté affichée de l'Iran de sortir de son renfermement dans lequel l'embargo l'a mis. Et donc, il est venu ici s'exprimer, je crois, devant les chefs d'entreprise sur ce que l'on pourrait faire quand l'embargo serait levé. Et donc, vous pensez que justement que sur cet embargo, ça prendra du temps? Est-ce que vous, Total, vous vous positionnez déjà peut-être pour éventuellement un retour en Iran? Nous, on n'a pas vraiment besoin de se positionner parce que nous les connaissons bien. Le ministre, il y a de la concurrence, tout de même, les Américaines. Sûr qu'il y a de la concurrence, mais la concurrence, c'est pas en allant bavarder que ça va changer quoi que ce soit. D'abord, comme le président l'a annoncé, ils veulent développer de nouvelles mesures contractuelles plus attirantes. Donc il faut les montrer. Elles n'ont pas encore été montrées. Il n'y a qu'à partir de ce moment-là que référence à un procès qui a lieu d'ailleurs sur des anciens contrats qui avaient été contractés avec l'Iran à l'époque. Je ne fais pas du tout de référence à un procès, je fais référence à d'anciens contrats qui est effectivement pas très intéressant sur le plan économique. Et donc, il nous dit qu'ils vont changer ces conditions pour rendre les contrats plus attractifs, mais que ce n'est pas encore prêt et qu'ils les présenteront dans quelques mois. Donc, en attendant, on va attendre. Donc, ils savent que le pétrole et le gaz, ça fait partie de notre métier, que le Moyen-Orient, c'est au cœur de nos activités, et que donc, Total est un candidat naturel. Mais comme vous dites, il y a de la concurrence, et la concurrence, elle est là pour ça. Vous l'avez vu d'ailleurs, Hassan Rouhani, qu'est-ce qu'il vous a dit, Christophe Demargerie ? Il est venu en fait, présenter son programme, si on peut dire, son programme en tout cas économique, son programme pétrolier, à ce qu'on appelle le forum des chefs d'entreprise de pétrole et gaz, donc, qui avait lieu hier matin. Donc il est venu avec partie de son cabinet et son ministre du pétrole pour nous dire, voilà, on se prépare, on compte sur vous, le monde a besoin de gaz et de pétrole, nous avons des réserves considérables et il est temps que l'Iran, indépendamment des besoins que l'Iran a pour elle-même, que l'Iran participe aussi à l'approvisionnement du monde, en particulier en gaz. Il y a quelques mois, vous aviez dit qu'il était trop tôt pour envisager un retour en Iran de la part de Total. Aujourd'hui, vous auriez un discours différent? Non. Non, je dirais que les choses ont l'air de progresser dans le bon sens, parce que la première des choses, ce n'est pas nos discussions, ce sont les discussions politiques au niveau ce qu'on appelle, alors je ne sais plus très bien si c'est 4+1 ou 5+1. Bon, l'accord sur le nucléaire qui n'est pas encore abouti. Tant qu'il n'y a pas d'accord, l'embargo ne sera pas levé. Et tant que l'embargo n'est pas levé, nous ne pouvons pas signer de contrat. Donc les choses sont très simples. C'est d'abord, 1, politique, 2, négociation avec de la concurrence, et puis 3, éventuellement, un retour de Total en Iran. Alors, l'Iran veut devenir une grande nation émergente, et puis vous, Christophe Demargerie, ici, vous avez dit que l'Europe devrait être considérée comme un pays émergent. Vous n'êtes pas allé un peu fort, là? Peut-être pas un peu fort, parce qu'on n'est jamais fort quand on essaye de réveiller un peu les gens. C'est vrai qu'on était déjà à Davos depuis quelque temps. L'Europe, il y a des élections bientôt. Alors c'est bien, il y a le changement climatique, c'est vrai. Heureusement, on a remis aussi dans le débat la pauvreté et l'exclusion, mais l'Europe aussi. Donc, en fait, ce que je souhaitais faire, et que je vais continuer à faire, c'est de dire que l'Europe doit se réinventer. Alors, donc, quand vous dites que c'est un émergent, c'est non, ça veut dire parce que justement, émerger. eux se réinventent. Ça veut dire que nous devons émerger. C'est vrai qu'aujourd'hui, les émergents sont plus en avance que nous, dans beaucoup de domaines. Quel point de vue? Bien, par exemple, en technologie, ils commencent à nous franchement concurrencer. Il faut se défendre, c'est-à-dire reprendre l'avantage. Puis surtout, on a une croissance qui est beaucoup plus faible. On a un taux d'emploi qui nous pénalise. Donc on a un vrai sujet de compétitivité, de concurrence. Alors, moi, je ne me sens pas du tout, accablé par les pays émergents. On a tous les moyens pour, les combattre, mais sur notre terrain. Et puisqu'on parle de temps en temps de guerre économique, avec nos armes. Et nos armes, c'est d'avoir meilleure formation, de meilleurs managers, de meilleurs ouvriers, bref, de pouvoir les concurrencer, mais sur des produits qui sont les nôtres. Si on va les concurrencer sur leurs produits, ils sont moins chers et ils vont nous battre.
ça n'est pas ce que je souhaite. Donc dans le emerging, ce n'était pas emerging country, c'était il faut qu'on émerge. Bref, qu'on se réveille. Je crois que l'Europe a beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'elle le fasse. Alors François Hollande a parlé d'une Europe de l'énergie, d'un Airbus de l'énergie. Oui. Christophe de Margerie, est-ce que c'est une idée en l'air? On a plutôt l'impression qu'en termes, en tout cas dans le domaine de l'énergie, il y a plus de division que de coopération. Je ne sais pas si c'est volontairement qu'en parlant d'un Airbus, je vous ai parlé d'une idée en l'air, mais je pense que dans Vous l'avez relevé en tout cas. Oui, je l'ai relevé. Non, je pense que son propos, c'est clair. Enfin, François Hollande, il dit ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour non plus... Est-ce que vous pourriez coopérer avec d'autres sociétés européennes pour créer effectivement une industrie européenne? Pour le moment, elle existe déjà quand même. Bon, plus qu'on ne le pense. Dans l'énergie, on est plutôt au niveau national tout de même. On est au niveau national. Alors ça dépend où on situe toujours l'énergie. Pour moi, l'énergie, pour nous, elle commence au niveau de la production. Donc de la production du pétrole et du gaz, et éventuellement du nucléaire et du charbon. Quand je dis éventuellement, parce que ce n'est pas dans notre métier. C'est là qu'elle commence, la production d'énergie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'énergie primaire sous forme de pétrole et de gaz en Europe? Non. Donc de toute façon, ce n'est pas à ce niveau-là. Donc quand on parle ensuite, à mon avis, de l'Airbus, de l'énergie, c'est-à-dire c'est le modèle EADS, ça veut dire effectivement que lorsque l'on a de la logistique, du transport d'électricité à faire, là on peut effectivement mettre notre logistique en commun. Est-ce que c'est suffisamment fait? Est-ce que vous auriez un exemple concret, par exemple? Ce n'est pas tellement mon métier, donc je vais essayer quand même de m'y aventurer. Ça veut dire que, par exemple, on a aujourd'hui du nucléaire en France. De temps en temps, nous sommes en excédent d'électricité. Cette électricité, il faut la vendre à nos voisins. Mais nous n'avons pas toujours les moyens de passer cette électricité de l'autre côté de nos frontières. Ou pas suffisamment. Et de temps en temps, ça ne peut marcher que dans un seul sens. C'est encore plus vrai pour le gaz, là, que je connais bien. Sur le gaz, on a toujours normalement les possibilités de faire passer le gaz dans un tuyau dans un sens. On peut aussi le faire passer dans l'autre sens. Donc il faut travailler sur tous les moyens logistiques qui permettent d'utiliser au moindre coût l'énergie. Et c'est là qu'il y a des progrès à faire, parce que si vous consommez moins, non seulement ça coûte moins cher, mais aussi ça diminue l'émission de gaz à effet de serre. Donc on aurait tout à y gagner. On a tout à y gagner, et en plus on n'a pas de raison d'attendre. On n'a pas de raison d'attendre, sauf que, alors, par exemple, voilà, le vaste sujet des gaz de schiste, là, on voit bien qu'en Europe, on est dans les divisions, puisqu'il y a, la France a une position très différente de la Grande-Bretagne et encore de la Pologne. Alors vous avez investi très récemment en Grande-Bretagne, un accord de licence d'exploitation. Vous devenez la première compagnie pétrolière à investir dans le gaz de schiste. Qu'allez-vous faire exactement, Christophe de Margerie, en Grande-Bretagne? On va faire notre métier. Notre métier, c'est de produire du pétrole et du gaz, de le faire de la manière la plus propre possible. On peut aussi faire d'autres choses. On fait en particulier du solaire, on l'oublie souvent beaucoup. Mais là, c'est effectivement d'aller développer notre savoir-faire dans un pays où effectivement c'est autorisé. Ce n'est pas la même chose que le transport. Vous pouvez très bien avoir en Europe des pays qui souhaitent développer leurs réserves de gaz, et puis d'autres qui ne le souhaitent pas. Là, ça ne change pas la vision européenne, à condition, et ça a été rappelé par la Commission, je crois, avant-hier, l'Europe n'interdit pas la production et le développement des gaz de schiste. Après ça, l'Europe ne l'interdit pas, mais chaque pays a le droit de décider s'il veut ou non le développer. En France, ce n'est pas le cas. En France, on ne l'autorise pas. Donc, que pensez-vous de la position française? Les Britanniques autorisent... Je vais d'abord répondre à la position anglaise. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on ait la possibilité de voir, s'il y a effectivement des réserves de gaz en quantité suffisante. Donc, on en est encore au stade de l'exploration, comme en France. Qui n'implique pas l'utilisation de la fracturation hydraulique. Si, bien sûr, aujourd'hui, bien sûr. Donc ça, de toute façon, en Angleterre, c'est autorisé. En Angleterre, c'est autorisé, malgré les risques mais vous savez, sur l'environnement. Il y a toujours des risques. Les risques, ils sont plus ou moins importants. À nous de démontrer que ces risques ne sont pas aussi graves qu'on le dit. Voilà. Alors, il y en a qui ne veulent pas l'entendre, c'est effectivement leur droit. En Grande-Bretagne, ils sont d'accord non pas à prendre un risque, à regarder ce que nous faisons. On va être surveillé, et c'est normal. Nous, on va chercher à s'améliorer toujours en trouvant de nouvelles solutions. Peut-être qu'un jour, on trouvera une autre forme de fracturation que la fracturation hydraulique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous, ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire de manière responsable et acceptable. À nouveau, tout le monde n'est pas d'accord. En Grande-Bretagne, ils l'acceptent. En Pologne aussi. Et en France, est-ce qu'on devrait l'autoriser, à votre avis? Moi, je pense qu'en France, on devrait regarder les choses à nouveau.
les décisions ont été prises, elles sont prises. Rien n'empêche de les changer. Et peut-être que l'exemple de la Grande-Bretagne, si on arrive à démontrer qu'on peut faire les choses proprement, permettra à la France de prendre une autre décision. Mais là, c'est aux politiques de prendre la responsabilité. Ça n'est pas à moi. Merci Christophe de Margerie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez sur France 24.